Février. Le Québec est couvert de neige et mon hibiscus est en fleurs. C'est Jeannot, rédac-chef de la revue Mébius pour l'année qui vient de se terminer. J'ai le bonheur de commencer 2021 en vous présentant le lancement virtuel du très beau numéro 167. Éléonore Goldberg, qui a réinterprété pour vous toute l'année dernière des œuvres célèbres pour ses créations de résidence en couverture, vous offre cette fois-ci une scène à la Léonard de Vinci, où un couvert christique vous attend. Fourchette, oui, mais surtout de belles pages que nous devons à notre super équipe que je remercie du fond du cœur. Karine Rousseau, Hugues Sken, Marc-André Chalet-Théroux, Véronique Desjardins, Julie Lonsin et Sayaka Araniva-Yanez. Ce lancement, comme les précédents, a pris vie grâce au travail de Pablo Perugoria. Le numéro vous est offert par deux artistes, poètes d'exception, Gabriel Giasson-Dulude et baron Marc-André Lévesque, dont c'est le dernier numéro, après respectivement 3 et 2 ans au comité de rédaction de la revue. C'est le moment de fêter leur travail, et celui des autrices et auteurs des formidables textes du numéro. Mais avant que vous n'en regardiez et écoutiez une sélection, je voudrais aussi remercier notre écrivaine en résidence, Yara El Gadban, dont Mourir en exil referme l'année passée chez nous. Je vous encourage à relire l'ensemble de ces textes poignants et engageants sur notre site web. Je vous laisse avec un défi pour les bons lecteurs et bonnes lectrices du numéro. 3 questions quiz pour après votre visionnage. Pouvez-vous repérer quelle errance montréalaise dévore progressivement ses marges sur la page? Quelle maladie contemporaine, qui n'a rien à voir avec la pandémie actuelle, devient l'occasion d'un poème magnifique qui en retrace le parcours, favorisé par le déboisement à outrance? Et finalement, dans une veine plus légère, avez-vous choisi quelle ville vous voulez reproduire à même la table du buffet de votre mariage? Courage! Avec un peu de littérature, nous tiendrons tous et toutes en équilibre dans tout ça. C'est mon dernier numéro de Moebius. Donc j'aimerais remercier évidemment les autrices et auteurs d'avoir participé à ce magnifique numéro, d'avoir plongé dans le sujet un peu étrange et saugrenu, je dois l'admettre. Donc voilà, c'est mon dernier Moebius. Donc merci beaucoup à toute l'équipe de la revue. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec vous autres dans ces dernières années. Donc voilà, je vais lire une première partie du poème liminaire, Fourchette, et je vais laisser Gabriel lire la suite. L'idée était ludique, celle de jouer avec l'équilibre précaire, d'appeler un risque formel, de confondre les fonctions des objets, de s'inspirer de la confusion. Comme dans les jeux où on prend la chaise pour une rame ou encore une couronne pour le volant d'une automobile. Notre citation vient d'un livre de cuisine entreaperçu dans la boutique du musée où je travaillais à l'époque. C'est aussi un musée de voix qu'on vous convie dans ce numéro. Les confettis de repas, l'invention de mondes parallèles, de brochettes dans un buffet, ou comment se digèrent les ventres, les mille et une façons de s'échapper de la langue fabrique, de la langue emprise. Voici une présentation des textes de Maxime Brion, Camille Redmond-Prudhomme. Vous pouvez entendre les cris de Madeleine, qui n'est pas un ptérodactyle, mais bien un bébé. Oui. Elle rigole, elle s'amuse. Alexis Rodrigue Lafleur, Florence Tétrault, Stéphane Despatie, Audrey-Anne Gascon, Emmanuel Deraps, Roxane Léouzon, Adrien Millet, Lauriane Gay, Gabrielle Evlan, Alessandra Naccarato, dans des extraits choisis traduits par Kelsey Robertson, Sayaka Araniva-Yanez, Madioula Québec-Amara, Yara El Gadban et enfin Hélène Buguin, bien sûr, dans sa lettre qu'elle dédie à Pascal Béreux. Compote. Dans des blocs sécurisés, gantés caressent les cheveux, mais haït la bureaucratie, l'ironie d'avoir jamais eu aucun pouvoir avant de choisir un mot, cessait l'élan d'être en forme, saisir la pensée, perquisition, quand tout ce qui ne se voit pas parle à notre place, tentative d'évasion d'un train en cavalcade, d'un paysage qui trouble le langage de cette entièreté que l'on souhaite, mais qui toujours se scinde Chabadel au bord des immeubles, à la ligne du trottoir entre les édifices. Tu ne sais pas si elle te retrouvera derrière elle. Tu avances, tu envoies des poèmes par la poste, des cartes postales pour des pages d'une revue, comme ce texte tiré du fond de Moebius, carte postale de Stéphane Despatie, Les îles de la Madeleine, à José Bilodeau.
Ici, rien ne m'appartient. C'est la lumière du salon, un creux au ventre, presque rien. Lui, une impossibilité, défaire les portes, placer les ustensiles, ouvrir, trouer, dénouer, agencer, échapper au creux du ventre, une possibilité d'amour. Devant la Bible se ramassent 1001 précipices, parle simple envers voix, jusqu'aux petites cuillerées candides, bouchées poétiques et scènes du quotidien, perles douces amères à savourer. Donc, je vais laisser Gabriel lire la suite. La miette au buffet. Pour ne pas aller dire « Allô, oui, ça fait longtemps ». Dialoguer avec son dédoublement. Un instant, c'est absurde, c'est sublime, tout disparaît. La chatte de Schrödinger et les obligations. La visite, il y a la quête fragile de lumière et d'équilibre, jouer à la bouteille. Comme le bouquet dans Femme cuillère, cuillère écaille de brume scintillante, le miroir est un chemin. Un poisson. D'autres cartes postales aux voix de femmes. Un corps déboisé. Réorigine des espèces. Extrait. Vie racontée à force de mémoires trouées prennent voix enterrées et donnent maison à des récits qui habillent les corps. Penser la création en mise en scène littéraire. Mourir en exil. Ce dernier texte, la résidence de Yara El-Gaban, avec cette mort qui guette, accompagnée de deuil, de décision. Et bye. Courir comme une femme, c'est écrire à une femme qu'on admire, pour découdre la recette des genres. C'est vivre la vulnérabilité dans toute sa force et écrire encore. Nous vous souhaitons une très agréable visite en ce carrousel aux nombreux axes, réseau de fourchettes plantées droites ou tendrement recouvertes d'empreintes et déposées dans un tiroir, dansante, sensible. Allez-y dans l'ordre ou dans le désordre. Il n'y a pas de recette prescrite. Vous êtes libre. On vous souhaite un très agréable lancement et une très bonne lecture. Mourir en exil. Il me fallait une notaire arabe. Je n'avais pas envie d'expliquer à Madame Tremblay pourquoi je ne me voyais plus dans un cimetière à Montréal. Lui parler de la blessure, de la déception et de ce goût amer dans ma bouche. Même les choses les plus simples face à la mort exigent trop d'efforts. Avoir éplé mon nom, raconter encore une fois mon parcours, accepter gentiment son regard intrigué et son sourire bienveillant. Je n'avais pas la patience de faire de la pédagogie. Lui expliquer pourquoi il me faut m'enterrer rapidement, me faire laver le corps par mes filles, m'envelopper d'un drap blanc. Pourquoi l'idée de me faire embaumer me dégoûte. Pourquoi il suffirait d'un cercueil
tout simple, en bois. Mieux encore, pas de cercueil du tout. Comment lui dire que sentir mon corps en contact avec la terre me rassure, que pour une réfugiée sans racines, devenir elle-même racine est un salut, que m'effriter me semble bien plus apaisant que d'être prisonnière d'un cercueil rempli de coussins. Comment lui dire que j'ai toujours trouvé grande cette idée de redevenir poussière, de nourrir le sol et même les asticots? Comment lui avouer que rester gelée dans la terre pendant les mois d'hiver me terrifie, que je voudrais une terre chaude et humide? Non, Madame Tremblay, excusez-moi. C'est déjà assez difficile comme ça. Ne me demandez pas encore de vous éclairer sur qui je suis, d'où je viens, mon histoire, ma relation contradictoire et irrationnelle avec la religion, et sur les comptes à régler avec mon pays d'origine et mon pays d'accueil. J'ai toujours su que mon corps résonnait, telle une bouteille de verre remplie de fleurs. J'ai toujours trouvé que le sable faisait scintiller mon corps, la rocaille infime comme un costume de paillettes minuscules. Mon corps rivière, mon corps montagne, mon corps un craquement en écho, avant de l'oublier. Un jour, j'ai dit à ma mère: « Je suis tellement grosse que je pourrais avaler tout le mal du monde. » Laissant ma peau s'effacer et transparaître, les écharpes dans mes veines. Ma peau écaille, ma peau de brume, ma peau tissée d'un fil de vent. J'ai hissé mes bras, hauts comme l'orage, pour couper les aiguilles de mes cheveux jusqu'à l'amertume. Le lendemain, les fleurs de ma chair, en nature morte, peau pourrie phosphorescent, reflet ébloui. Miroir opaque, miroir difforme, miroir comme un chemin vers le vide. Quand j'ai aperçu la mort s'étendre dans chaque fente de mes pores, j'ai perdu mes ongles et l'appétit. J'ai vomi toutes les marguerites séchées sur l'unique linceul blanc. Il ne restait plus que mon estomac, ma trachée diaphane et quelques gouttes d'obscurité. Mon corps perdu. La dernière nuit, j'ai tracé chaque ligne de ma silhouette d'une fine couche de rosée, ma bouche comme une coupe à boire. Boire l'écume, boire le ciel, boire l'univers, boire tous les mots que je retiens en perles. Maintenant, je brode une couronne de mes doigts troués dans laquelle je m'endors. Sillon de lumière, bouture de lumière, femme de lumière. J'ai toujours su qu'avant de renaître, je m'immolerais à la sortie des cavernes, allumant la braise au plexus, mes cendres en offrande au soleil. Je ne dis jamais des croustilles, je dis toujours des chips, et comme j'en achète rarement, je n'ai pas si souvent à les désigner. D'ailleurs, il y a des choses que je ne me procure pas pour éviter de les nommer: gants de crin, thermostat, blaiseux, colorant alimentaire. Rien ne m'ennuie plus que le mot accueil, avec sa séparation marquée des consonnes et des voyelles, avec son côté désagréablement triangulaire, un triangle rectangle, avec les 2 C et le L, qui m'envoie au comptoir d'accueil des quincailleries, où il n'y a jamais personne, ou encore à la réception des cliniques médicales, et dans la pensée des chaises vertes ou bleues, des salles d'attente et des revues systématiquement défraîchies. Mais quand j'entends des gens dire des croustilles, j'éprouve pour eux la tendresse que l'on peut avoir envers les personnes qui ont le désir de bien faire les choses, sans que je sache pourquoi les gens qui disent des croustilles deviennent pour moi les gens qui choisissent la veille leurs vêtements du lendemain, n'ont pas peur du téléphone, lavent leurs draps régulièrement, ne bâclent pas le ménage parce qu'ils y voient une forme de respect minimal envers eux-mêmes.
Ils deviennent les gens qui se souviennent du nom des personnes qu'ils croisent, font du sport, mangent à des heures raisonnables, amènent toujours un petit cadeau à leurs hôtes et ont des cheveux invariablement impeccables. Il suffit d'un mot pour que les gens me paraissent exemplaires, sans les connaître, sans rien connaître de leurs désirs. En disant un mot plutôt insignifiant, ils deviennent admirables comme les éléphants de porcelaine qu'il y avait chez ma grand-mère. Car dans ces petits bibelots qui n'ont jamais connu la poussière, il me semblait que les éléphants trouvaient une image concordant avec leur élégance. Je savais qu'ils étaient parmi les seuls animaux à faire des funérailles à leur père, mais quand je les voyais dans des documentaires, ils apparaissaient couverts de boue et dans une peau trop grande pour eux, comme s'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer, comme si on venait de prendre leurs photos de classe sans les avoir prévenus, comme ça m'était une fois arrivé. Sans doute je ne dis pas des croustilles parce que croustille me fait penser à croustillant et que croustillant m'emmène dans des détails que l'on croque au profit des autres, dans un sentiment de dépossession comme ces fois où on m'a posé des questions pas tellement pour m'entendre mais pour savoir. On m'a demandé si j'avais couché avec tel type, mais c'était surtout pour consolider des inventaires. On m'a demandé pourquoi j'avais les yeux rougis, que je m'étais pourtant efforcée de dissimuler, combien gagnaient mes parents, ce qui s'était dit dans le vestiaire. Or, ce n'était pas pour faire venir de la pensée, ce n'était pas pour faire bouger les sentiments, c'était pour les saisir, un peu comme ces entreprises qui capturent l'air des montagnes pour en vendre dans les villes. On a demandé à 2 personnes si elles étaient en couple, comme si les voir heureuses ensemble ne nous suffisait pas. On a demandé à des gens ce qui leur était arrivé au visage, pourquoi ils ne parlaient plus à leur père, pourquoi ils ne buvaient pas, comment s'était fini leur amour, quand ils prévoyaient d'avoir des enfants ou pourquoi ils n'en avaient pas. On m'a demandé des choses aussi frivoles que si je préférais le rouge ou le bleu, l'hiver ou l'été, les mots croisés ou les sudoku, mais le sérieux qu'on donnait à ma réponse prenait des proportions inattendues. Dans un choix, je devenais l'élu ou la profane, mes périphéries semblaient devenir mes centres. Souvent après, je me suis sentie comme un journal découpé ou un artichaut sans son cœur. On m'avait pris quelque chose comme si je n'étais pas vraiment quelqu'un. On m'avait pris quelque chose avec la même légèreté que lorsqu'on part cueillir des fraises. Et peut-être que sans le savoir, j'avais moi aussi cueilli les gens, même si je les trouvais charmants. En leur prenant croustilles, je les avais recouverts, j'avais pris un détail pour une essence. 1001 précipices. Mon peuple est une poète au bord d'une falaise, Laura Doyle péant. Reprends parole, d'abord tout bas, pour te refaire la voix. Réapprends à parler simple, cette langue remplie de pierres imprévues. Soupire les syllabes de ton ventre, parle poussière, parle plume. Retranscris ici l'extrait traduit. Dis amour, entends ravage, vois razzia du cœur, et ce qui reste dans ta cage se dévore. Sous la fumée d'un bâton d'encens au myosotis, avec la précision des colibris, écris cette mémoire qui continue à s'envoler. Quand le père, devenu bataille perdue dans la guerre des racines, revient à tes premiers mots, à ton ventre ouvert, dénude-toi à la première personne, ne donne plus ta langue aux idoles pour ne pas mourir, comme on dresse une table avec l'attention et l'inutile des traditions. Fuis les dysfonctions familiales, parce que maison nul refuge, un ciel trop bas pour respirer. Avance jusqu'à l'orée de l'iris, paupières de paille inversées, avec au pied un boulet de vent. N'oublie jamais le lexique des océans, cet ouvrage dérobé aux tempêtes, le bruit des choses vivantes. Dis-le enfin, entre 2 sourdes respirations de misère, un brin d'éternel dans le poitrail,
sur le mince fil entre le sens et le son. Il était une fois 1001 précipices. Reviens arythmique à tes premières mains négatives, coffrées dans le cèdre. Vois ce qui s'y dessine, le tracé des boussoles d'un pays sans frontières. Retourne ta nuit au hasard. Ce qui tombe toujours t'habite, n'a qu'un nom, mutilé par l'oubli. L'heure déraille, suppose maintenant pouvoir t'en sortir. Aujourd'hui, on va faire la lecture de notre texte sur Zoom parce que bon, on peut pas se rencontrer en vrai. Donc, ça va être ça. Qui est ça? Donc, vas-y, Madula, je t'empresse de commencer. Donc, mise en scène littéraire. Nos vies racontées comme des mythes passifs, exotiques, sans chair qui s'y rattachent, attendre de côté la frontière dans nos mises en scène, cette série présente des dialogues par lesquels nous nous sommes poétisés, nous échappons à la léthargie et à l'ergonomie chaste de la parole, une mise à nu des mécanismes performatifs qui habillent notre langue. Nous nous insurgeons contre l'utilisation des minorités racisées à des fins statistiques dans le cadre d'études théoriques et littéraires. Cette maison, ce panoptique où émerge un surveillant intérieur aux personnes racisées, traitées, contrôlées. Nous ne sommes pas animés ni pittoresques. Ici, il se peut que nous soyons possédés par une peur de l'emprisonnement, bêtes de foi entassées dans la file à la banque. Nous nous préparons à répétition à l'humiliation, l'abattoir de la langue, avoir le dictionnaire sous le bras, sous les cartons, la nuit, la bouteille à la main, des centres, des appartements insalubres au bord de l'autoroute, avec la gangrène de la paresse, recroquevillée sous les balles, famille de 12, l'amour du chèque, avant les enfants, des stéréotypes. Ma maison, rongée par des généralisations, tombe sur nos têtes affaissées, nous enterre, nous colle au sol, le nez à la glaise, des cheveux de terre, nous oublier plutôt que de célébrer ce qu'il y a de beau en nous. Au Salvador, une petite fille s'endort, accrochée au sein d'Abuelita qui lui raconte des mythes d'horreur parfumés de goyave et de loroco. Duermete, hija. Llorona Logres traverse les villages. Elle qui a perdu ses enfants viendra te manger si tu ne fermes pas les yeux. Elle viendra te voir ce soir. Des récits spectaculaires retenus au monde par la mémoire de l'enfant. Abuelita n'écrit pas, Abuelita récite par ses yeux, dans son ventre. Il y a des traces de ces légendes. Il faut savoir écouter, graver sous ses paupières pour l'accompagner jusqu'ici. Dans un continuum historico-poétique. Nous nous voyons évoluer à l'intérieur d'une intrigue policière, m'engager dans une quête d'aventure, de mélancolie de mon enfance, rechercher le temps perdu, me buter sans cesse au maître des lieux. Intransigeant, il a la manie de mettre en cage. L'examen scientifique, docu-diagramme théorique qui parle de moi comme d'une information, un fait divers, une donnée à retenir puis à oublier. Je ne suis pas un sujet actif ni dans la personnification ni dans la narration. Me préfère somnolente, figée derrière une formule du temps colonial, une entité sur laquelle on réfléchit, mais qui ne réfléchit pas. Animal, démuni, sauvage, trophée de chasse. Cet ensemble des discours et de pratiques qui évacuent la pensée critique raciale de l'appareillage, de l'intersectionnalité et marginalisent les personnes racisées, les confine à des rôles de productrices de savoir intersectionnel, les donne en chair à pâté dans les débats et les espaces universitaires contemporains. Une façon de faire la science qui consoler l'hégémonie au lieu de la déstabiliser. Chercher les prières qui nous soudent aux terres sur lesquelles nous sommes vagabondes. Cette pulsion naissante du dialogue, une sorte d'autonomie discursive, une dialectique bucolique de la libération dans l'inclusion. Les genoux estropiés dans l'attente depuis longtemps déjà, nous composons les mots par nos mots pour dépasser la dictature du cadre au sein duquel nous sommes simplement observés. Je désire la pérennité du métissage, osmose littéraire pour cohabiter le texte avec ce personnage, ce corps filial, fragment de ma chair, ne pas s'arrêter à l'éphémérité de la marginalisation de nos existences, s'opposer à ces recensements, à ces cases à cocher, ce rituel eugénique des réalités culturelles fabriquées. Comment se regarder si nous n'appartenons à rien? Cette page blanche a un regard hégémonique, m'étouffe, m'observe, me surveille, me sculpte et m'expulse des paysages familiers. Comment s'écrire dans la veine littéraire québécoise? Comment m'insérer dans un quotidien qui défile entre les pages, sans basculer d'un côté ou de l'autre de la rive, la solution, savoir nager pour ne pas me noyer,
sans fléchir devant les clichés, sans céder sur le territoire de mon existence, jaillir dans les mots, brandir mon discours, un souffle de là des rivières rouges, se défaire des conquêtes pour voir les hématomes, rapiécer l'épiderme bleuté, les os cramoisis, ma langue violacée, éventrée, Ne pas avoir peur. étrangère, dissonée, grandiloquente, dessinée dans l'espace et dans le regard du voyageur, se méandre autour de moi. Je suis portée par des voix silencieuses dans ma carcasse qui existe par et pour ces autres corps délimités, repêchée, cantonnée, prise à fixer une carence de la poétique au fond de l'eau dans une perspective binaire sans reflet ni mouvement. Est-ce que ce sont tous les gens qui ont le droit à la parole, qui parlent pour nous? Beaucoup de gens parlent pour nous. Qu'est-ce qu'on dit pour nous? Je veux marteler que je n'habite pas les limbes. Nous sommes cousus à l'enceinte du monde pour sortir de l'anthropologie sociale et culturelle, pour entrer dans le récit autrement que par la lunette scientifique, par une pratique de la sociologie quantifiable, une quasi-tentative d'inclusion. Je révèle des traditions dépassées. Aujourd'hui, débordée des traditions, je ne veux plus céder sur mon territoire, plutôt jaillir dans les mots pour y brandir mon être, ma voix, nos vies. Penser l'écriture comme espace que je peux habiller, les frontières se contrôlent, empêchent les fuites, quantifient mes mots. Pour savoir combien en effacer, je dois habiller ces frontières, illusions textiles, textuelles, réapprendre les langues toujours, ne pas se comprendre. Duermete hija, disait Abolitame, je ne veux plus déambuler ces spirales idylliquénérisme fourbe. J'ai caché son regard au fond de ma poche par ses yeux, dans son ventre, j'écris. Ne pas avoir peur. Mieux écouter et me retourner au son des voix entassées entre les quelques frusques ramenés au pays. Des mutations de la langue pour m'investir sans concession dans le paysage poétique brodé à la croisée des espaces de création, provoquer une collision latérale. Il ne s'agit pas d'aborder la mise en scène de l'autre comme intrusion. Nous nous libérons de l'injonction d'écrire nos différences. Me lire dans ces réécritures de l'histoire qui désobéissent aux résidences forcées, renaître, digresser sur les blasphèmes de l'Exode, cracher sur les espaces inhabités, exister en simultané, main dans la main, funambule sur les horizons décalés, délaisser l'opacité qui retient la traversée kaléidoscopique des humanités, qui refoule les désirs de transgression du discours social rigide et intolérant. Le mot frontière résonne dans tous les espaces, cet amalgame de femmes, de personnes de l'ailleurs, la violence poreuse fait écho dans toutes leurs cavités, inlassablement politique, excluant le tissage, la rencontre offerte par la fragilité d'un brouillard textuel. Pourtant, ne pas se voir. Ne pas se voir dans ces histoires québécoises du Québec québécois, des enfants mal nés, fracassés sous ses bras, les horizons esquivent nos corps du terroir, nous écumons aux lisières des forêts. Je respire ces espaces, ce champ de fleurs, pas loin des cantons. Je fonds dans les racines, somnole dans le tronc, là où j'ai abandonné l'artefact d'un passé auquel je rêve souvent. À l'enterrement de grand-maman en Beauce, brasser l'eau froide de Gaspé, habitant les banlieues, travaillant au centre-ville, inventer des refuges pour ne pas être sujet tabou, illégal aux frontières, pour ne pas oublier les territoires non cédés. Aborder la littérature par l'addition des réalités vécues, composer d'une polyphonie culturelle, une rhétorique ancestrale et transcendante criée depuis les entrailles de ma mère, la poétique de la résurrection et de la douleur pour toutes ces femmes racisées et paumonnées. Nous raconter, exister au-delà des foyers établis. Tenter de se raccrocher à l'écriture sans se domestiquer, nous devons rejeter l'aliénation, faire la guerre aux mots, faire l'épopée, habiller notre héritage tout entier. Carte postale pour ma sœur. Per nozze e lutto si lascia tutto. Dans le mariage comme dans le deuil, on abandonne tout. Proverbe calabrais. En amont du village verdoyant, une colline où personne n'habite. Notre arrière-grand-mère y est enterrée. Avant que le village ne s'écroule, elles étalèrent leurs cartes et burent. Des femmes avec de grandes bouches, solides comme des arbres, leurs plafonds ornés de viande suspendue. Un sifflement de nous entre leurs mains, élaborant des plans pour mariage et pour filles. Notre grand-mère parla à un homme au téléphone, et c'est ainsi qu'elle fut mariée. Sa longue jupe bleue, ses 2 dents de devant en or. Sur cette colline, je m'allonge auprès d'un homme et je lis. Les planchers sont devenus mousse. Il n'y a pas de pierre tombale là. Sur Shell Beach, un faon au cou brisé en pleurs. La main de Sophie sur un os fendu, une couronne de galets et d'algues. J'étais convaincue que j'enfanterais seule,
puis les veaux naquirent tout le printemps, et notre sœur arriva sur la côte. 9 mois dans une berline défoncée, à pleurer. Cuisine de fortune, notre père partagé. Nous sommes plus riches sur la route d'après sa mère. Et comment puis-je dire autrement? On ne peut pas s'attendre au bonheur, dis-je à ma sœur, comme tu me l'as appris. Mais cette nuit-là, des algues sur le rivage, phosphorescence. Nous avons marché dans le scintillement froid et brillant. Personne n'enfante seul, finalement. Le faon sur Shell Beach pleure jusqu'à ce qu'il soit immobile. Sophie dépose un coquillage sur son œil. L'eau l'entraînera avant l'aube. La marée a ses façons de soigner. La petite maison remplie de femmes, le corps rond que tu n'étais pas prête à quitter. Il n'y avait pas de sage-femme certifiée, mais les femmes savaient comment retourner un enfant. 3 jours, la petite maison, notre mère qui criait, elle refusait d'aller à l'hôpital. Nous descendons de cette femme, de femmes comme celle-ci. Le prunier où mon ami stationna pour dormir les pieds à la lumière des étoiles, la veille de la clinique publique où une infirmière compta en remontant le temps. Sur la piste de danse, mon ami chuchota « C'est correct de jouer au gardien » à son ancien soi, à moi qui torsadais de la soie pour en faire des fleurs. Petite pluie de sang à la cuisse, immaculée reconception. Enceinte de 4 semaines, même si je connaissais l'alcoolique depuis 3, l'incertitude du temps, des pères. Le mot à l'intérieur de mère, tergiversari. Tourner le dos revient à se retourner vers, chevaucher, continuer. Nous nous sommes toujours enseignés mutuellement comment donner naissance et quoi ne pas faire. Mon enfant identique est venu, m'a-t-elle dit sous le prunier. Une fois que sa tristesse s'était essorée et séchée, Rowan a toujours été son nom. En amont du village verdoyant, une colline où personne n'habite. Notre grand-mère y est enterrée. Après le tremblement de terre, elles étalèrent leurs cartes et burent. Des femmes avec de grandes bouches, sévères comme des vergers, en voyant leurs filles au loin. On disait aux filles de ne pas se retourner. Notre grand-mère attendit 60 ans, puis fit de nouveau ses valises. Son 2e mariage s'acheva avec un billet d'autobus Greyhound. En longue jupe bleue, 2 dents de devant en or, elle s'en alla cueillir des champignons sauvages. Avant la fuite, elle fit des blagues avec ma mère sur la vie des femmes célibataires. Sur cette colline verte, je m'allonge, enroulée dans son vieux foulard. L'herbe est colorée de fleurs. Il n'y a pas de pierre tombale là. Tentative d'évasion. Épaules démises, des cristaux de glace dans l'articulation, le froid dans la neige. Train en territoire ennemi. Oui, Geneviève, il y a trop de synonymes. Je bois et j'écris sous ton influence. Le train hurle, fend l'espace, flotte sur la neige. Le voyage force le repli. J'entre dans le paysage trouble du langage. Nos patiences de voyageurs parcourent l'allée sur la longueur. À la fenêtre, des maisons hibernent pendant qu'une grange abandonne. Des mâts électriques donnent le rythme. Des marchandises filent et d'autres attendent. Un arbre fendu en 2 et quelques autres abattus. Une clôture couchée sous une vague invisible. Les dégâts du dernier verglas, d'un hiver rude. Mais la forêt n'a pas encore répliqué. Et à la gare de Kingston, les enfants s'agitent. Tu délimites nos territoires avec de la ficelle rouge, redessines des frontières au crayon de cire bleue, construis des murs de forteresse en briques Lego jaunes. Tu oublies la culpabilité gauchement comme on reverse un verre de jus distraitement. Affronte des angoisses armées d'un fusil à eau. Vis un deuil rapidement en vélo rouge avec des flammes. Résout des conflits familiaux assis devant un écran entre 2 publicités. Tu gères le stress en jouant à la tag, fais un budget à la gouache.
Dresse un plan de carrière au dos d'une carte au trésor. Traverse une dépression en trottinette. Tu explores la créativité, un garde du corps à tes côtés. Tu t'amuses sérieusement jusqu'à la fin de l'enfance et guéris une peine d'amour, un bébé dans les bras. Même les sourires creusent des sillons qui ressemblent à de la fatigue sur nos visages. Tourne le disque, gratte l'aiguille, au même endroit, accroche toujours. Avec nous pour la traversée, on a tous une face cachée, un B-side, un plan B. En dessous des bagages, un cœur roue de secours. En cas de crevaison amoureuse, prêt pour la tentative d'évasion affective. Ou un talent caché, dont on n'est pas fier, un origami de promesses non tenues, à présenter à la frontière. J'avance et le temps se fend, comme un coin qu'on enfonce dans une bûche à grands coups de massue. Le temps se fend, je le voulais entier. Cher Pascal Bérubé, voilà 3 ans que je lis assidûment tes statuts Facebook. Tu y parles d'écriture et d'être femme. Souvent, la clarté de tes propos me saisit, ta justesse et ta sincérité aussi. Ta démarche réfléchie me fascine et m'inspire. Le 4 octobre dernier, tu publiais justement ce long poème interrogeant ta présence dans le milieu, ta posture, ta démarche d'écriture. Tu écris « J'ouvre tout ce qui est de l'intime ou du douloureux. Je dis c'est une performance et on excuse la facilité. » Ce passage a résonné en moi et je voulais faire de cette lettre un écho à ce que tu décortiques. Réfléchir avec toi à ce que veut dire être femme et écrire. Au primaire, je me souviens qu'on séparait les gars des filles durant les cours d'éduc. Question de statistiques, disait le prof. La culture populaire marmonnait « Don't run like a girl ». Ne pleure pas non plus, pas comme ça. Les femmes sont ci, les hommes sont cela. Ainsi va la vie. Quelque chose du discours ambiant m'a inculqué l'idée qu'il y a certaines qualités inhérentes à l'homme. Une victoire, une érudition constitutive, une grandeur universelle. Que les femmes portent toujours ce défaut inexorable, celui d'être femme. Courir comme une femme, écrire comme une femme. J'ai du mal à être femme, à performer ma féminité. Souvent, j'ai l'impression d'y échouer. Longtemps, mon entourage a ridiculisé le féminin et ses manifestations, avec des phrases dures sur l'accoutrement des passantes et du dédain pour les produits genrés. Rien de rose, aucun bijou, aucun talon ni maquillage. La féminité, une perte de temps. Être femme a toujours consisté pour moi à répondre à certaines exigences et à en décevoir d'autres. À m'empêcher de m'épandre par souci de modestie ou par honte. Je me suis longtemps empêchée d'écrire des passages sincères par peur de tomber dans le pathétisme. J'avais peur de me réduire à poser en victime, en drama queen. Une sorte de censure sourde, une contrainte implicite d'écrire et d'accomplir ce geste, se poser ainsi dans une catégorie hors de soi. La féminité comme un vase qui nous contient et que nous ne pouvons remplir de nos propres codes. Mes lectures étaient profondément masculines, de Hemingway à Hunter S. Thompson, Philip K. Dick. Je voulais écrire hors de mon genre, hors de mon assignation, me concentrer sur le texte. Écrire pour écrire, je croyais. Me dépouiller de mon genre pour atteindre une écriture universelle.
sans considérer que le contraire n'est pas exigé des hommes. Je pense à ta démarche qui interroge la féminité dans l'écriture. Il y a toujours des questions, mais aussi des commentaires très lucides sur la posture étrange que l'on prend lorsqu'on est femme et que l'on écrit. Surtout autour de ce désir viscéral d'être vu, incarné dans le corps, dans l'image. Tu interroges ta présence même au monde, mais aussi les impératifs qui s'y rattachent, les obstacles, les conséquences. C'est une présence toujours un peu trafiquée par ce qui est attendu d'elle, par les idées préconçues, les dictats et les attentes. Dans la critique littéraire, les qualificatifs comme remarquable, magistral sont réservés à l'écriture des hommes, tandis que les autrices récoltent les termes sensibles, délicats, remarque Marie-André Chouinard dans « Livre est un mot masculin ». Se présenter comme femme reviendrait à assigner à la personne un vocabulaire donné. Le doux, le tendre, le merveilleux, ad nauseam. Une catégorie, une sous-catégorie. À mes yeux, c'est dans la corrélation hâtive entre femme, féminité et féministe que subsiste un malaise. Les trois maladroitement liés, comme si écrire en tant que femme portait de facto un message féministe. Cela résulte en un drôle d'arrangement où l'assignation au genre ou la performance du genre détermine dans quelle boîte nous classer. Le gars de l'écriture du traumatisme est un bon exemple. Il me semble qu'une réticence subsiste lorsqu'on écrit les traumatismes en tant que femme, parce que l'on ressent une sensation étrange et implicite dès qu'il s'agit de nommer la réalité, qualifier ses plaies. Un sens de vulnérabilité débilitante se crée, comme si dans l'état de victime persistait un échec, comme si le fait de nous appliquer ce terme victime nous renvoyait à une position honteuse, taboue, qui nous colorerait d'une aura qui ne serait pas la nôtre sans qu'elle ne nous soit imposée. À mon sens, cette réticence à écrire le réel sans filtre, de peur d'être réduite à une caricature, nous contraint dans l'écriture alors qu'il existe pourtant, dans le tissu social des êtres qui se promènent avec des cicatrices immenses et invisibles, et qui s'asseyent ensemble sans même se parler, se regarder, sans se comprendre, sans même savoir qu'il est possible de se comprendre, alors que c'est en nommant la douleur qu'on peut se retrouver. Il nous manque encore des termes justes. Il nous manque l'espace et la réception pour écrire femme dans toute sa pluralité, ses nuances, ses dichotomies et ses paradoxes. C'est épuisant être une femme, écris-tu. Oui, ces incertitudes et ces nœuds sont épuisants. Il me semble qu'il nous arrive à toutes de nous nier un peu en écrivant, alors que pourtant nous savons très bien qu'écrire est lié à la construction de notre propre mythologie. Parce qu'il y a encore dans le consensus quelque chose d'indélicat à avoir autant conscience de soi, à être sa propre muse, à se posséder. C'est pourtant dans cette posture assumée que l'on retrouve une forme d'être littéraire, où l'on devient maîtresse de sa figuration en prenant le contrôle du voyeurisme ambiant, régulant les perceptions et imposant ses propres règles, ses angles choisis, sa manière de raconter ce corps d'où l'on écrit, ce corps que certains lecteurs prennent pour l'exergue du texte. Je parle ici de femmes, mais je pourrais dire queer, parler d'écriture queer, d'écrire depuis les marges désignées par le traitement médiatique, ces marges que nous ne choisissons pas. Écrire en tant que personne qui ne répond pas aux standards, à la figure par défaut de la littérature, le monolithe blanc. Écrire les tripes, les mettre sur la table, se désinhiber, s'épandre, se penser. C'est ça que nous utilisons pour nous définir et qui deviennent teintés de vocabulaire renversé. Écrire le traumatisme et les enjeux avec des termes clairs, précis. Avec un milieu littéraire omnubilé par la vie de l'autrice, je suis entrée dans l'écriture avec la pleine conscience que les traumatismes seraient scrutés par le lecteur, cette connexion entre le vécu et les écrits, le corps et l'écriture intimement liés, et les médias friands de premiers romans, de personnalités en première page, de détails glauques. Je déplore que, dans le domaine de l'autofiction, nous soyons enfoncés dans la gorge contre notre gré, cette surconscience que tout sera scruté, comparé, psychanalysé à outrance, à en oublier le texte. Se saisir du texte pour son potentiel voyeur, en oublier l'écriture, la démarche, le travail,
On n'examine pas le travail de notre homologue masculin de la même manière. Il y a une indélicatesse à avoir conscience de notre posture d'écrivaine. Je souhaite qu'un jour soit normalisée l'écriture vulnérable, qu'elle soit perçue dans toute sa force, son irrévérence, que l'on n'y voit pas le propre d'une faiblesse, d'un écart, que l'on se détache un jour de l'étiquette de femme, apposée sans réflexion et que l'on arrête le voyeurisme, comme si racler la mémoire d'une écrivaine servait réellement à analyser le texte. Méthode paresseuse pour celui qui ne daigne même pas lire correctement. Que l'on en finisse avec le vocabulaire infantilisant, paternaliste, ce champ lexical qui nous écrase en refusant à la femme le statut d'être entier. Que l'on écrive pour écrire, pas pour se faire dépouiller. Tu écris comme chute à ton poème. Je m'ennuie de tous les vêtements quand je n'avais pas à pincer. Les poignets pour être certaine que je suis bien une énième femme de son siècle, tellement vulgaire dans son insistance à être vivante comme un document, à importer à tous les contacts. À vrai dire, j'ai peur de m'écrire parfois, de m'appartenir, de me donner le droit à l'image. En arrière de ma tête, la conscience de soi comme un affront à la beauté, comme si l'excellence ne pouvait se développer dans le regard de l'autre. Comme si dans la construction, l'altérité primait l'élaboration, comme si connaître les plans de sa construction sociale dévalorisait notre identité. Comme si, comme toi, je crois, je suis épuisée que la vulnérabilité soit considérée comme une vulgarité, si elle n'est pas calculée, restreinte, posée, tranquille. Je souhaite la pluralité des points de vue, le débordement, la multitude, que l'on arrête de voir dans le dévoilement féminin une impudeur inhérente, que l'on arrête d'être une sous-catégorie. Pour ne pas être trop femme, pour ne pas me faire exubérante, on m'a enseigné une froideur qui perdure dans mon inconscient. J'ai appris à ravaler mes émotions à une bave qui se loge dans les bronches, restriction et lourdeur. Pour ne pas être trop femme, trop émotive, pas assez littéraire. Je veux trouver le juste milieu. Je veux un milieu littéraire qui accepte la multitude et la célèbre. Être une femme, c'est aussi avoir une fourchette en travers de cette main qui écrit. Entre exister et écrire, exister par l'écriture. Cette fourchette, c'est le vocabulaire impropre relatif à la vulnérabilité, à l'intime, à l'écriture queer, l'inéquitable traitement médiatique des personnes non-binaires, des personnes trans et des personnes racisées, l'absence des écrivains qui vieillissent, ne manque de reconnaissance. I am endlessly creating myself, disait ton dernier mood board. Écrire pour trouver notre mise au monde, notre posture, se perpétuer dans l'espace littéraire, se permettre d'écrire, rester dans la course interminable de l'écriture. Écrire comme une femme. Accoudé à l'îlot de cuisine, je prends la mesure de mon insularité. Une tasse et demie de farine, je valse avec du beurre, discute avec une douzaine de muffins qui devront être congelés. Le plancher flottant est jonché de miettes. Je ne veux pas aspirer les restes de mes seules fiertés du mois dernier. Pour s'extraire à soi-même, quoi de mieux que la beauté d'un demi-sourire retourné par une autre humaine, le baume d'un merci prononcé par plus noyé que soi, la douceur d'un signe d'admiration de son Pokéball sur Instagram. Il name drop, le calme, la famille, l'essentiel, comme s'ils étaient de vieux amis. Je ne suis pas dupe. Seul le pain maison de mon père a le droit d'exister. 9 coups rapides, 3 coups lents. Levé du rideau de douche, la lumière perle sur ma peau, applaudissements affamés des fourmis, le spectacle avait commencé en coulisses. Elle se délectait déjà, elle me suivrait au bout du monde s'il était permis de se défiler. Pour échapper au divan mouvant, confortable dans son formol, je me donne une mission. Trouver papier de toilette, lait, crème hydratante pour torcher, nourrir, adoucir mon âme. Encore une raison de vivre, pour une demi-heure peut-être. Il pleut dans la pièce, par l'immense craque au plafond. Le vin froid coule dans mes yeux, temps morne pour ma matière grise, qui cherche l'arc-en-ciel mais ne trouve que du blanc, blanc, comme mes murs et mon avenir, que je broie dans le robot culinaire en spécial au Canadian Tire, masturbation d'après-midi, dépression d'après-midi, chaudron d'après-midi. Je conserve ma dignité dans des pots maçons.
Je suis celle qui croit connaître sa valeur, celle qui refuse d'être consommée, celle qui a la science infusée de camomille, celle qui lèche son lait dans ses cicatrices, celle qui commence à douter alors qu'elle encaissera un coup de poing pour un câlin. La ténébreuse canne de thon échoue sur les pâtes. La requête s'égare, la sauce refroidit. Le micro-ondes se laisse désirer, la vaisselle souillée renaît sans cesse de ses cendres. Je pleure parce que le lait chaud destiné à mon chocolat chaud a débordé sur le rond chaud. On n'entend jamais quand ça boucalise. Je pousse mon chat lorsqu'il fait tomber mon jus par exprès sur mon clavier. C'est une métaphore de ma vie. Inondée puis toute collée. J'ai bien mastiqué mes larmes, puis je me suis attablée à ma hargne, au vide, à l'absence, au temps, mais ils sont tous restés pris entre mes dents. Un concentré de violence dans une micro-capsule au cœur de mon estomac. Son contenu parfois percole, trop diffus pour être détectable lorsqu'il rejoint le monde extérieur. La lame tambourine sur le plastique meurtri. Le cri du concombre m'apaise, la carotte l'a bien mérité. Les cadavres s'empilent dans un bol sans fond. Sur le comptoir, tout en haut de la pile, est-ce une étoile? L'odeur de chair grillée, est-ce la dinde et ses attaquants? Le crépitement réconfortant, est-ce le rire de mes parents? Ou est-ce mon cerveau chou-fleur que j'ai oublié à broil? Mes cauchemars dansent au milieu du salon, au milieu des magazines que je ne lis pas, des enfants que je n'ai pas, du piano dont je ne joue pas, des plats que je ne partage pas, des blagues qui ne s'entendent pas. Je tamise des coins de moi pour trouver une pépite à sculpter. J'aimerais être la saveur du moment, miel et résilience. Le projecteur ferait fondre ma frayeur fantôme, mais je ne suis que vanille. Ma présence subtile satisfait. Freinant le désespoir, je cherche mon caramel coulant. Enlevez tous mes appareils électroniques, mes romans et mes fenêtres. Laissez-moi cultiver une obsession, qu'elle devienne rose et majestueuse, et que j'en fasse une tarte délicieuse que tous s'arracheront. Compote. Derrière la porte, sur l'affiche, ça dit purée. Pourtant, on lui envoie des crêpes, des tortellini. Elle n'a pas de dents. Demander autre chose nécessiterait une longue liste de requêtes en chaîne jusqu'à un certain bureau, à un certain étage. On a le temps de mourir d'ici à ce que. Alors on coupe les tortellini sauce rosée pour offrir chaque bouchée en cadeau, lentement, dans l'humidité d'une chambre inerte, sauf lors de quelques visites ponctuelles, souvent utilitaires. Et on chante des chansons pour faire sourire. Il est difficile de résister à la tentation de faire d'elles et d'eux les caricatures, les personnages de dessins animés. La vie près de la fin surligne dangereusement tout. Certains acceptent tout simplement qu'ils sont en prison, torse nu, un peigne dans les mains. Mon père, c'était un gars de camion puis d'usine. D'autres chantent en plusieurs langues mélangées. D'autres veulent du homard, se sentent dans un bocal, se rasent trop près de l'œil, insultent le vide. On finit par développer des réflexes d'écoute. On enferme nos jugements loin pour pas qu'ils entrent en conflit avec les tâches à accomplir. Quand ça sent fort, il faut vider quelque chose quelque part.
Parfois, on tente les exercices physiques listés sur de petits programmes agrafés, prescrits par des personnes qui ne sont pas dans la même bâtisse que nous et qui nous visitent une fois par mois pour nous dire comment faire ça correctement. Or, il faut développer ses propres trucs. Pour réussir à exécuter les manœuvres détaillées par les pictogrammes et faire revenir un mari, on peut se servir de la ruse d'un faux spectacle biblique. On lève les bras dans les airs pour Jésus. Oui de la tête, non de la tête, pour Jésus. La télé, dans la plupart des chambres, décrit la situation des résidents, qui regardent leur propre description et qui ne peuvent rien faire d'autre que d'être décrits et situés comme tels, de loin, enfermés. D'ailleurs, je m'étais promis de ne pas les décrire, moi aussi. D'attendre et de compiler, de voir plus large avant d'eux. On se prend pour qui à digérer les vies pour en faire des nouvelles? À partir de quand? De quels yeux la nouvelle n'est plus nouvelle et vire en compote? Quels yeux pilent? Lesquels nourrissent? Une collègue me confie que de toute façon, elle ne crée plus ce que les nouvelles lui disent. Tout ce que je crée, je l'ai vécu, je l'ai vu, point final. La fourchette l'effraie plus que la cuillère en bouche. Le temps autour prend de la consistance, s'approche du yaourt, colle. Elle s'endort pendant, on la réveille, on vérifie. La couche n'est pas pleine. On se rappelle qu'il est préférable d'employer certains termes plutôt que d'autres. Résident pour patient, tablier pour bavette, culotte pour couche. Toujours faire un effort pour ajuster l'âge des mots. Quelqu'un crie sans arrêt des monsieur, madame fort fort pour attirer l'attention alors qu'il tient son bouton rouge et qu'il sait très bien que ce bouton-là, ça fait la même chose que de crier des monsieur, madame fort fort. Ça énerve le reste des résidents beaucoup. On se fait une mission de le ramener à l'ordre. On gronde. J'ai grondé quelqu'un qui ne pouvait même pas savoir qu'il se faisait gronder. Qui n'apprend plus. On ne peut certainement pas blâmer celles et ceux qui travaillent là à l'année et qui vaquent avec détachement, qui adoptent des raccourcis. Tout ça, c'est de la survie. Faut que tu checkes ceux qui te watchent pour monter dans la hiérarchie. Faut que tu checkes ceux qui veulent que tu montes dans le système. Moi, tu sais, je travaille dans le système carcéral, le système de justice, comme pilote d'avion. J'ai vendu des systèmes d'alarme. Faut que tu checkes le monde qui te check. C'est eux qui vont t'offrir le plus de salaire. Puis la journée où tu refuses de coopérer, ils te parleront plus jamais. Puis tu vas rester ici, au même salaire, même job, même crise de merde. Je te dis, watch comme faut le monde qui te check. C'est eux qui vont te faire monter dans la vie. La personne qui dit ça prend généralement 4 biscuits et un verre de lait tous les soirs. Il dit n'avoir rien accompli d'important. La plupart de ses phrases mettent environ 30 secondes à sortir. On les construit ensemble. Ça nous calme. On compare ça, sa vitesse, notre vitesse, à des vagues vues de loin, ralenties par la distance. Il n'a rien accompli d'important, n'a pas eu de pouvoir politique, décisionnel, n'a pas pu changer les choses. Vous êtes jeune, et je le vois. Vous avez encore la possibilité de faire des choses, de la générosité. Il dit générosité comme quelqu'un qui monte rapidement des escaliers. Je lui dis que je suis en amour et que pour l'instant, c'est tout un projet. On rit. Merci à toutes. Merci d'avoir assisté à ce lancement avec nous. Merci pour votre écoute et pour vos commentaires. Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter notre site web et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des activités de la revue.
Moebius vous prépare, pour ce printemps, un numéro spécial double exceptionnellement sur invitation. Portant sur le thème de « Depuis la crise », le numéro est dirigé par Nicolas Dawson et Stéphanie Roussel. Il vous reste 5 jours pour répondre à l'appel de texte pour le numéro 170 de la revue Moebius. Portant sur la citation thème « Faut que t'aimes le monde sur la brosse », tiré de J'ai perdu mon mari de Catherine Léger. Le numéro est dirigé par Stéphanie Barahona et Marie-Lou Kraft. À bientôt!